Il y a eu ce Conseil national, vous voyez des images en fin de semaine, où Mme Anglade et le Parti libéral ont décidé de dévoiler la plateforme électorale tout de suite. La plupart du temps, quoique ça avait déjà été fait, M. Charest l'avait fait, d'autres l'ont fait. M. Martin, je pense, avait fait ça aussi au fédéral. Mais bref, on attend pendant la campagne habituellement. Mais là, Mme Anglade a décidé de mettre clairement dans le jeu politique aux gens aux citoyens qui vont voter, des propositions assez concrètes. Elle est avec nous. Madame Anglade, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Et ce qui est ressorti des propositions que vous avez faites, entre autres, bon, il y a Hydro-Québec, ça, vous l'aviez déjà dit, remarquez la TVQ sur les biens de première nécessité que vous allez enlever. Hydro-Québec, vous l'avez rajouté, vous allez proposer un gel jusqu'à temps qu'on revienne à une forme de régie de l'énergie. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est vos baisses d'impôts. Pourquoi proposer des baisses d'impôts maintenant? Parce que vous voyez comme moi, M. Roy, à quel point l'inflation joue un rôle important dans le quotidien des Québécois. On a de la misère à joindre les deux bouts, misère à payer le loyer, l'épicerie. Et on sait que ça va durer. On sait que ce n'est pas sur une courte période que ça va se passer. Donc, il faut des propositions qui vont faire en sorte que ça va être structurant, que ça va permettre d'aider les Québécois dans le quotidien, mais sur une longue période. C'est pour ça que la réduction d'impôts est importante, parce qu'elle permet justement de remettre à chaque personne dans ses poches $1 millier, jusqu'à $1 millier, et pour passer à travers les prochains mois puis les prochaines années. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Et ça s'adresse à tout le monde, parce que vous dites, je vais augmenter en contrepartie l'impôt sur le revenu pour les gens très riches, là, 300 000 et plus. Mais les deux premiers paliers d'impôt, tout le monde aura droit à 1,5 % de diminution pour les deux premiers paliers, c'est ça? Absolument, parce qu'on veut toucher une grande majorité de personnes, parce que joindre les deux bouts pour la classe moyenne aujourd'hui, ça veut dire la grande majorité des Québécois. Puis, encore une fois, on sait que c'est une crise qui va durer. Pendant ce temps, le gouvernement engrange des montants supplémentaires, il ramasse de l'argent, l'inflation augmente, donc les revenus de l'État sont plus importants. Donc, redistribuer ça le plus rapidement possible, ça nous paraît être la bonne chose à faire, tout en disant aussi qu'il y aura d'autres mesures. Le transport en commun, par exemple, qui sera gratuit pour les étudiants, qui sera gratuit pour les aînés. Plusieurs autres mesures qui vont venir aider encore davantage la classe moyenne. Partout. Le transport en commun, vous dites partout, je vais compenser les sociétés de transport. Absolument, absolument. Et encore une fois, lorsqu'on parle, par exemple, pour les aînés, accompagner davantage nos aînés, une allocation aînée à partir de l'âge de 70 ans. Donc, plusieurs mesures qui vont faire en sorte qu'à long terme, ça va aider la classe moyenne. Mais à court terme également, tout de suite, on va pouvoir les mettre en application dès la fin de la campagne électorale. Donc, c'est ça l'objectif et le message. Puis, vous savez que dans les 2 dernières années, on n'a pas pu être sur le terrain comme on aurait aimé l'être. Alors, c'est une opportunité de le faire en amont de l'élection, parce que il nous reste peu de temps, et en 5 semaines de campagne électorale, c'est difficile de placer toutes les mesures qu'on va mettre de l'avant. Mais vous ne craignez pas qu'en le disant maintenant, d'ailleurs, M. Legault, aujourd'hui, a dit, moi, il n'y a rien qui dit que je ne vais pas promettre des baisses d'impôts aussi, etc. Vous n'avez pas peur que il va y avoir une surenchère et que vous ne serez plus la seule à proposer des baisses d'impôts dans un mois, là? Au-delà des propositions qu'on va faire, de toute façon, je pense aussi que la question qui va se poser, c'est quel style de leadership est-ce qu'on veut avoir? Quel genre de personne on veut avoir à la tête du Québec? Est-ce qu'on veut avoir quelqu'un qui est à l'écoute ou quelqu'un qui est arrogant, comme l'a été François Legault dans la dernière année? Est-ce qu'on veut avoir quelqu'un qui est confiant à l'avenir, qui croit en l'ouverture sur le monde, ou quelqu'un qui est beaucoup plus dans une mentalité... je vais le dire comme je le pense, d'assiéger, parce que François Legault est allé nous dire qu'on allait jusqu'à la louisianisation du Québec avec les questions d'immigration. Moi, je veux un Québec confiant, je veux un Québec ouvert, je veux un Québec qui sent qu'il est capable de passer à travers la crise de manière constructive, et c'est ça qu'on va offrir aux Québécois. Bon, vous en parlez de la langue, parlons-en. Vous dites la loi 96 va trop loin. Vous modifieriez la loi sur la langue française en disant c'est le libre choix pour les cégeps. Tout le monde qui le veut pourrait aller étudier en anglais à Dawson ou ailleurs.
Bien, tous les francophones, tous les allophones, tout le monde pourrait décider de choisir. À partir du moment où tu es un jeune adulte, tu as le droit de faire ce choix-là. Et je pense que le Parti libéral, c'est aussi ce parti des libertés où tu as le droit de faire ces choix-là. Mais le projet de loi 96, il y a d'autres enjeux. La clause non-obstant qu'on introduit, alors que ça n'a même pas été testé devant les tribunaux. Toute la question de la justice aussi. Pourquoi est-ce que le ministre doit mettre ses deux mains dans la justice? Il y a des éléments fondamentaux qui sont problématiques avec le projet de loi 96. Par contre, on reconnaît tous la nécessité pour nous de continuer à promouvoir, de protéger le français. Puis c'est pour ça qu'on a fait 27 propositions avec $1,5 milliard récurrents pour la langue française. Donc, mais vous dites que la loi va quand même trop loin. Là. Vous allez assumer cette prise de décision-là. Vous allez dire, nous, on va diluer la loi 96. C'est pas la diluer, c'est la rendre inclusive. C'est faire en sorte de reconnaître que c'est pas vrai qu'un immigrant qui vient au Québec, en 6 mois, va maîtriser le français de manière parfaite. C'est pas vrai qu'on a besoin d'imposer au cégep anglophone, d'empêcher les francophones de pouvoir aller au cégep anglophone. C'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir une clause non-obstant sur le projet de loi 96. Alors, on est capable de protéger, de promouvoir sans aller avec le projet de loi 96 dans son entièreté. Loi 21 sur les signes religieux, vous dites on va enlever ça, cette interdiction-là de porter le voile pour les enseignantes, vous dites ça, c'est non. Dès qu'on arrive, on enlève ça. Là. Et là, vous le dites vous-même, porter le voile, mais c'est les signes religieux de manière générale, n'est-ce pas? C'est de dire, est-ce que ça change réellement quelque chose pour les profs? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va être une société qui est laïque? On est une société laïque. Je suis pour la laïcité de l'État. Mais on n'a pas besoin d'imposer ça dans nos écoles pour les signes religieux. Alors, chaque étape, ça va toujours trop loin. Encore une fois, comme on l'a vu avec la question des réunifications des familles avec François Legault, il est allé jusqu'à dire que la réunification des familles, ça portait une menace à la nation québécoise. C'est allé beaucoup trop loin et c'est ça qu'on déplore. Puis c'est certainement pas dans cette direction-là qu'on va aller comme formation politique. Immigration, quel serait le seuil idéal, Dominique Anglade, pour vous? Aujourd'hui, on accueille, en 2022, là, c'est 70 000 personnes qui sont accueillies aujourd'hui au Québec. Donc, nous, on dit, prenons le chiffre qui est actuel, parce qu'il y a eu un rattrapage qui s'est fait cette année, et après ça, travaillons avec chacune des régions pour savoir quel est le chiffre idéal, mais pour chacune des régions, parce que c'est elles aussi qui vont être capables de mesurer. Et ça sera autour de 70 000, vous dites? Bien, 70 000... Dans un premier temps, puis après ça, chacune des régions pourra dire, on pourra en prendre davantage, on pourra en prendre moins. Ça va dépendre de la capacité de logement. Vous savez qu'on a une crise du logement par-dessus toutes les autres crises qu'on a présentement. Donc, elles vont pouvoir, justement, donner un pouvoir aux régions, c'est d'être capable aussi de déterminer combien de personnes elles sont capables d'accueillir. Et il ne faut pas voir l'immigration comme étant une faiblesse ou une menace. Il faut la voir comme étant une force. Mais pour ça, il faut avoir... Donc, ça pourrait aller à un chiffre plus élevé. Là. Comment vous allez déterminer, je comprends que vous allez demander aux régions, mais comment vous allez déterminer année 1, année 2, on monte ça à 75, 80, 70, comment vous faites? La capacité d'accueil devrait être déterminée par chacune des régions. Vous comprendrez, M. Roy, que de toute façon, il y a une limite aussi avec le logement, il y a des limites avec les écoles. Il y a un certain nombre de choses qui vont faire en sorte que tu ne peux pas monter ce chiffre-là de manière importante. Mais au-delà du chiffre, on vit une crise de main-d'œuvre qui a des conséquences réelles sur les services publics, sur notre économie, sur des entreprises qui se délocalisent. Il faut aussi prendre acte de ça puis de se dire comment on va se donner les moyens de parvenir à développer notre économie. Des petites rafales, il me reste plus de temps, mais des petites rafales. Un médecin par Québécois qui le veut, vous revenez avec ça. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit à cette promesse au Québec? On n'a pas le luxe de laisser tomber ça. On ne peut pas avoir 1 million de personnes qui n'ont pas de médecin de famille aujourd'hui, puis plusieurs qui n'en auront pas dans les prochains mois. Comment on fait? Bien, premièrement, on en forme davantage, on implique davantage d'infirmières, mais aussi on revoit les tâches des médecins de famille avec toutes les tâches qu'ils ont dans les activités médicales particulières. On s'assoit, puis on voit comment est-ce qu'on est capable d'en ramener davantage dans les cliniques. On ne peut pas laisser tomber cet objectif. Maison des aînés en terminant. Vous faites quoi? C'est pas clair, là. J'ai lu, il y a des projets, il y a une quarantaine déjà en construction. Vous faites quoi avec cette idée de construire des maisons, oui, plus coûteuses, mais plus agréables en principe pour les personnes âgées? Mais la meilleure maison pour les aînés, là, c'est la vôtre. C'est celle dans laquelle vous résidez. Puis c'est la raison pour laquelle nous, on veut que les personnes aînées puissent rester à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on met une allocation pour les aînés de 2 000 $. Non, je comprends, mais il y en a qui doivent être placés, malheureusement, qui n'ont plus le... Alors, est-ce que le programme de construction de maisons des aînés se poursuit ou non?
Bien, il va être nécessairement revu. Vous avez vu les coûts astronomiques, puis les maisons pour les aînés, il n'y a même pas de main-d'œuvre pour pouvoir soutenir les maisons pour les aînés. Alors, je pense que tu as toute une révision des coûts qui va devoir se faire par rapport à ça. Mais encore une fois, j'insiste, il va falloir qu'on investisse bien davantage sur le maintien à domicile. Très bien. Dominique Anglade, on aura le temps de décortiquer encore plus à fond vos propositions. La campagne est bel et bien commencée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.